Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Rebonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de Génération XX. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous abordez la rentrée avec enthousiasme et sérénité. Si ça n'est pas le cas et que vous êtes plutôt angoissé, avez-vous déjà essayé la méditation ? Parce que si vous avez écouté les précédents épisodes de Génération XX, vous savez que plusieurs invités ont recommandé la pratique de la méditation pour se sentir plus apaisé et combattre le stress. Alors, je vous avoue que j'avais déjà essayé la méditation lors d'une séance en groupe il y a longtemps et que je n'avais pas vraiment accroché. Mais avec toutes les recommandations de mes invités sur les bienfaits de cette pratique et le stress de la rentrée, j'ai décidé de tester à nouveau, mais cette fois avec une application pour pouvoir aller à mon rythme. J'ai donc téléchargé l'application qui s'appelle Petit Bambou sur mon téléphone et j'ai commencé le programme Découverte. Les 8 premières séances sont gratuites et durent en moyenne 10 à 12 minutes, ce qui est complètement faisable et pas trop engageant. En plus, comme vous, j'ai l'habitude d'écouter des podcasts, donc je trouve ça très pratique de pouvoir mettre mes écouteurs et méditer là où je veux, en me laissant guider par une voix au fil des exercices. Je n'en suis qu'au tout début, et pour celles et ceux qui suivent Génération XX sur Instagram, je vous ferai un bilan de mes 8 premières séances. Et donc si vous êtes novice comme moi, que cela vous intrigue, je vous propose d'essayer vous aussi, même si vous avez des a priori sur le sujet. Vous avez juste à télécharger l'application Petit Bambou sur votre smartphone et vous laisser guider, c'est hyper simple. Si vous n'avez pas de quoi noter, je vous ai mis le lien de l'application en description de cet épisode. Je compte sur vous pour vous y mettre et pour partager vos impressions avec moi sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous souhaite une très belle et sereine rentrée et je vous laisse découvrir l'invité de l'épisode qui va suivre. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré en juin dernier et cela faisait longtemps que j'attendais ce moment. Pendant 45 minutes, j'ai eu le plaisir de discuter avec Mercedes Herra. Mercedes est une femme très occupée, elle est la cofondatrice de l'agence BETC, première agence de publicité française et une des plus grandes agences de publicité au monde, qui compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs et a signé des campagnes pour des clients comme Evian, vous savez la pub avec les bébés, Canal+, ou encore Air France. BETC, Mercedes l'a cofondée en 1995. Aujourd'hui, elle en est toujours à la tête et elle est également présidente de plusieurs conseils d'administration, dont celui du Musée de l'Histoire de l'Immigration. Administratrice de différentes fondations, elle est très engagée pour les droits des femmes, elle est aussi officier de la Légion d'honneur et dans l'Ordre national du mérite. Et elle a 5 enfants. Bref, je vous l'ai dit, Mercedes est une femme occupée. Et pourtant, on a pris le temps de discuter, en toute simplicité et sans tabou, de beaucoup de sujets. D'éducation, de trouver sa voie, de ce que signifie la réussite, de responsabilité, d'immigration, car Mercedes est originaire d'Espagne, et de la fameuse question de l'équilibre vie pro, vie perso. J'espère que notre conversation vous plaira, qu'elle vous transmettra autant d'énergie que j'en ai reçu lors de l'enregistrement et qu'à la fin de l'épisode, vous serez vous aussi tourné vers l'avenir et décidé à trouver en vous ce qui peut éclore. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne écoute et je compte sur vous pour partager vos réactions sur les réseaux sociaux de Génération XX. Bonjour Mercedes. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée. Je suis très très heureuse de t'avoir dans le podcast. C'est un plaisir pour moi. Alors, tu sais, mais aujourd'hui c'est le premier jour du bac. Tu sais plus quel âge ont tes enfants, mais ouais. Mais ils feront plus le bac, heureusement. Ils ont déjà passé. Oui. Parce que c'est toujours un moment quand même d'angoisse. C'est ça. Et je me disais, toi, la philo, c'était une matière que t'aimais bien. Ah oui, j'adorais. Moi, j'étais très littéraire, donc la philo, c'était mon truc. J'adorais le raisonnement, j'adorais la rigueur. Je pense même que j'ai développé ce que je fais aujourd'hui grâce à la philo, aux lettres, encore plus carrément. Aux lettres. Mm-hmm. Et je pense que la rigueur des sciences humaines est une vraie rigueur, qu'elle est différente de la rigueur de la mathématique, et qu'on n'est pas assez respectueux du fait que ce soit une rigueur. Parfois, je vois des gens penser que dès que on n'est plus dans la mathématique, on est dans le vent. Je pense qu'ils n'ont jamais fait des lettres. Et qu'on peut pas dire des choses pareilles en ayant fait lettres et philosophie et travaillé sérieusement dessus. Je pense que ça apprend beaucoup de choses. Moi, en tout cas, j'ai fait un professorat de lettres classiques. Et j'ai fait HEC. Et aujourd'hui, ce qui m'est le plus utile, c'est mon professorat de lettres classiques. Génial. Voilà. Et comment t'étais à 18, 20 ans? C'était quoi ton caractère? À quoi tu rêvais? Comment t'étais? J'étais pleine d'énergie.
inquiète. Parce que je trouve que l'enseignement, c'est inquiétant. C'est-à-dire, on sait pas. Moi, je préparais à l'époque hippocagne, cagne, recagne. Voilà, l'univers des cagnes en France. Moi, j'étais dans des univers très sélectifs. Donc, j'avais une mention très bien au bac. Et puis, quand vous arrivez en hippocagne, ils vous disent que vous êtes mauvaise. Donc, voilà, c'est très français. C'est très grandes écoles françaises. Et moi, j'étais vraiment dans la période... on avait encore séparation entre les garçons et les filles. D'accord. Les filles passaient Sèvres ou Fontenay-aux-Roses. Et les garçons passaient Ulm et Saint-Cloud. D'accord, donc des écoles différentes pour les garçons et les filles. D'accord. Voilà. Et donc, on disait des garçons qui préparaient Cagnes qu'ils étaient très brillants et des filles qui préparaient Cagnes qu'elles étaient très bosseuses. Je m'en souviens très bien. Et ça m'énervait beaucoup. Oui, c'est ce que j'allais te dire sur ça m'énervait déjà. Voilà. Donc, et moi, j'étais très premier degré. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est toujours, quand il fait quelque chose, le prend très au sérieux. Donc, je comprenais pas, moi, les gens, où ils faisaient des études, où ils en faisaient pas. Mais si on en faisait, on en faisait. Donc, j'ai beaucoup étudié. C'était très important pour moi. Je vivais dans un monde un tout petit peu intellectuel, littéraire. J'allais au cinéma, je commentais les films du cinéma. Ça, c'était venu de ta famille ou c'est toi qui... Non, c'était moi. Ma famille, c'est une famille marrante. D'abord, mon père et ma mère sont très intelligents. Mais d'une intelligence très spécifique. Mon père, il était malin, il savait, il est venu de l'immigration, il est arrivé en France, il s'est débrouillé. Et il se débrouillait toujours. Il me disait, voilà, j'étais pas ingénieur en chimie, mais je leur disais pas. Et pendant la nuit, je trouvais les formules. Je me disais, oh là là. Il était toujours assez courageux, entreprenant, etc., très travailleur. Et ma mère, c'est un personnage beaucoup plus du côté du divertissement, un petit peu frivole, marrante, pas faite du tout pour émigrer. Donc, arrivée dans ce pays qu'elle trouvait triste par rapport à l'Espagne, qui était beaucoup plus gai. Dans lequel elle se trouvait dans un milieu un peu moins bourgeois. Et donc, elle trouvait que c'était dur et que c'était rude, mais en même temps, elle était marrante, impertinente, et elle avait l'intelligence de ceux qui ne font pas de la culture un passage obligé parce qu'il le faut. Donc, elle avait, je sais pas, elle trouvait Barbara géniale, Johnny aussi, Brel, c'était incroyable, les discours de Pompidou, elle aimait beaucoup, De Gaulle, elle trouvait ça intéressant à écouter. Donc, elle était... un peu comme ça, impertinente, marrante, intéressée. Mais je les ai trouvés tous les deux brillants, mais pas du tout. Ma mère, elle me disait, mais pourquoi tu fais grec? mais je comprends pas pourquoi tu te compliques la vie. Déjà, t'avais déjà commencé avec le latin, mais là, c'est plus grave encore. Et elle me soutenait pas du tout dans les études. Donc c'est vraiment venu de toi, ce désir d'études, de lettres, etc. Et ma mère, elle était tranquille autour de ça. D'ailleurs, elle disait toujours, études ou pas études, mes enfants sont mes enfants. Enfin, elle avait pas du tout... Elle avait, comme une aristocrate, ma mère est comme une aristocrate, donc il n'y a rien à faire de tout ça, ce sont des détails de la vie. Bon, bref, moi je travaillais beaucoup, j'étudiais beaucoup et j'étais très intellectuelle, mais probablement que même s'il s'en avait pas l'air, il l'était quand même. C'est-à-dire, il comprenait tout, quoi. Et il me laissait tout faire parce que c'est moi je crois que l'immigration a fait que j'ai dirigé ma vie à partir de 6 ans. Et donc, je dirigeais tout, quoi. Je disais, il faut aller dans cette école, il faut faire ça. Enfin, c'était insupportable, quoi. Et voilà. Et je disais à ma mère. Pour les autres ou même pour toi? Mais, enfin, pas pour moi. Moi, ça allait. Mais les autres, ils étaient, mes parents et tout, ils écoutaient. Et puis, ils disaient, elle veut faire ça. Et puis voilà. Et je me souviens, je disais à ma mère, bon, là, j'étudie, tu arrêtes de chanter, quoi. Parce que là, j'ai pas de chambre et tout. Il faut que j'étudie. Et ma mère, elle était, oh oui, ça gêne pas une petite chanson. Si, ça me gêne pour me concentrer. Oh là là. Mais voilà, donc j'étais inquiète du futur parce que c'est quoi son métier, c'est quoi le futur? C'est pas, moi je trouve pas ça évident d'avoir 18 ans, quoi. Hein. Donc j'étais inquiète, mais j'étais énergique. Et puis quand ils me mettaient une mauvaise note, je pleurais parce que j'avais déjà tout fait. Je pouvais pas me cacher sur le fait. Il y a beaucoup de gens qui trichent. Alors moi je me disais, voilà, quand elle disait que j'étais pas Proust, je pleurais, des trucs. Mais je bossais beaucoup et puis
j'étais intense, je pense. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vivais tout de manière très intense. Oui. Et puis moi j'avais été élevée par un milieu qui était à la fois intelligent, mais qui avait pas les codes de la France. Donc on était. Je me suis retrouvée avec des gens beaucoup mieux élevés, quoi. Dans le sens, fallait pas faire ça, on retenait. Moi, je retenais rien, quoi. J'étais en colère. Je comprenais pas pourquoi on me mettait une note comme ça. Je discutais mes notes. Je disais alors je suis nulle. Personne ne réagissait comme ça. Ils étaient formés pour être des hippocagneux. Moi, j'étais. Et t'es restée intense comme ça? Oui, j'ai pas réussi à réduire beaucoup la dose, mais j'ai trouvé ma route et c'est rassurant quand on trouve sa route. Est-ce que ça te parle, ce conseil qu'on donne parfois qu'il faut choisir ses batailles et donc justement pas être intense dans tout? Non, ça me parle pas du tout. J'ai horreur de ça. Oui, bien, c'est vrai. C'est-à-dire maintenant que je gère des clients, que je veux aller à certains endroits, je me dis là tu lâches parce que ce que tu veux c'est obtenir ça au bout du bout. C'est pas une idéologie de vie pour moi. C'est trop à l'envers je peux pas, par exemple, ne pas dire la vérité. Donc, parfois, je me dis, il vaut mieux que je me taise, là, devant le client, là, vaut mieux que je me taise. Attends, tu vas revenir en arrière et tu vas être beaucoup plus habile et tout. Dans les 3 minutes, j'ai dit tout ce qu'il fallait pas dire. Ça a été ta force aussi? Bah oui, parce que c'est authentique, hein. Personne ne pense que je triche. Je pense que il faut se vivre tel que l'on est, quoi. Et puis moi, les valeurs de vérité, d'authenticité, quand j'ai commencé à travailler, je voyais pas pourquoi on m'empêcherait de dire la vérité. Mais j'étais déjà comme ça en 4e. Je me souviens, j'étais déléguée de classe et j'allais voir le proviseur. Je disais, vous dites que les classes sont pas différentes en termes de niveau. Et moi, je vous dis qu'elles sont différentes et que vous mettez des gens là-bas parce que c'est des gens que vous avez mis dans un coin. Je racontais des trucs invraisemblables au pauvre proviseur qui devait se dire, mais c'est qui cet agité? J'ai lu que tu voulais devenir avocate à un moment donné. Oui, j'aimais bien. Qu'est-ce qui te plaisait? C'était ce côté vérité, l'art de la persuasion, quand même, l'art d'embarquer des gens, l'art de défendre, la défense. Donc je voyais pas très bien qui je devais défendre, mais je voulais défendre. Ça me plaisait. À la fois le concept de la défense humaine, qui demande une forme d'empathie humaine, et à la fois le goût de la persuasion. Le goût on accroche ses idées, on travaille ses arguments, c'est un ordre et pas un autre ordre. Tout ça, ça me fascinait. Peut-être la robe noire aussi. Et la pub, j'ai lu que tu y arrivais parce tu as fait un stage et que oui, ça t'a plu. Mais t'as retrouvé ça, justement? Oui, parce que c'était le plus pur des hasards. Parce que j'étais quand même pas, même si j'ai fait HEC, j'étais pas la reine du commerce, quoi. C'est-à-dire que je savais pas trop pourquoi je sais que je voulais plus être prof. J'aimais bien l'idée de l'entreprise, mais alors qu'est-ce que j'allais y faire, moi qui étais quand même tendance intellectuelle, etc. Et puis élevée dans l'amour de la littérature, etc. Je me suis dit, mais vers où je vais, j'en savais trop rien. Donc j'ai fait HEC un peu comme ça, et puis au bout du bout, j'ai fait des stages. Et quand je suis rentrée dans la pub, je me disais, mais ça a l'air bête, ce truc-là, la pub, là, ça a l'air bête. Et donc, j'avais inventé, dans le stage, je leur avais dit, je vais faire des analyses sémiologiques. Ils étaient tous totalement effrayés. Ils se sont dit, oh, la stagiaire. Et puis, c'est pas vrai, en fait. J'ai trouvé le métier, comme quoi c'est extrêmement difficile de dire ce qui est fait pour soi. C'est-à-dire que je voyais de plus en plus que ce métier avait des choses qui étaient faites pour moi. L'art de la persuasion, je le retrouvais à double niveau. Au niveau du résultat final, c'est-à-dire il faut persuader des consommateurs ou des gens de modifier leur comportement, etc. C'est un vrai art de la persuasion parce qu'il se traduit par une action. Donc c'est tout sauf du blabla, c'est-à-dire que si l'autre ne veut pas bouger, ben il ne bouge pas. Et donc toi, tu es jugé sur le fait qu'il a bougé ou pas. Je trouvais ça fascinant et passionnant. Ça a demandé du coup les analyses de texte.
comme j'avais fait sur La Fontaine, puisqu'en gros, vous analysez profondément ce que disent les consommateurs et pourquoi ils le disent, et pourquoi ils mentent, et pourquoi ils disent ça, et puis après ils disent le contraire. C'est quoi qui les fait bouger? Donc ça a un rapport avec les sciences humaines, la psychologie, la sociologie. Voilà, donc ça c'est assez passionnant. Ensuite, il y a une forme d'intelligence et de courage de faire une stratégie, c'est-à-dire de poser tous les jalons et puis de dire la route va être celle-là. Et puis après, il y a le courage de l'action. Et ça, j'aimais bien quand ça croisait le courage de la pensée qui croisait le courage de l'action. Si vous pensez mal, ça va pas se traduire par des résultats. Mes fils ont coutume de dire que je passe ma vie à avoir des examens. J'ai un peu été dans un lieu d'examen, d'abord parce que je fais ce qu'on appelle des compétitions, des pitchs, et donc tout d'un coup je gagne pas, et voilà, c'est comme ça. Donc ça, hop, ça calme. Parce que je fais juste un autre art pour celles et ceux qui connaissent pas forcément le milieu de la pub. C'est vrai que pour convaincre un client, en fait, plusieurs agences de publicité vont faire une proposition. Au début, puisque après on peut avoir une relation qui dure très longtemps. Bien sûr. Mais pour choisir, très souvent ils utilisent le système des compétitions. Donc ils mettent 2-3 agences. Et là, d'ailleurs, ce qui gagne, c'est pas toujours la personne qui a raison. Hein. Et là, parce qu'il y a les problèmes de la séduction, etc. J'ai grandi avec le temps. Je sais qu'il faut que je gagne, même au risque de dire après, quand j'ai fini, finalement, je suis pas d'accord avec ce que je vous avais dit. Mais maintenant, j'ai gagné. Parce que si vous n'avez pas gagné, ça aussi, c'est une chose qui est importante. Au bout du bout, moi, je suis très entreprise. Donc, au bout du bout, j'aime ça, avoir des équipes. J'aime pouvoir recruter, j'aime que l'entreprise grandisse. Donc l'échec, c'est pas génial. Faut pas mythifier l'échec. L'échec, c'est pas grave parce que il faut apprendre à les manger et puis en tirer la substantifique moelle. Mais en gros, l'enjeu, ce qui fait que une entreprise avance, c'est sa réussite. Et donc, je pense qu'il est super important de réussir. De toute façon, je pense que dans la vie, pour tous les êtres humains, il est important de réussir. Il faut qu'ils réussissent quelque chose. Réussir, tu donnes quoi comme définition à ça, du coup? Je sais pas, je suis menuisier, j'ai réussi ma bibliothèque. C'est aller au bout de son objectif. Voilà, elle est magnifique, c'est somptueux, tout le monde la trouve somptueuse, c'est magnifique. J'ai décidé de faire des tomates, mais mes tomates sont magnifiques. J'ai réussi. Je fais pas des moches tomates, etc. J'ai décidé de gagner des business ou de développer l'entreprise. J'ai réussi. La notion de réussite, elle est importante parce que elle aide les gens à avancer. Les êtres humains, ils sont pas faits que pour être sans arrêt échoués. Sans arrêt échouer sur quelque chose, c'est un des problèmes des enfants à l'école. Si sans arrêt vous leur répétez, mais t'es nul, mais t'es nul, mais t'es nul, ils sont d'accord avec vous. Hein. Donc là, t'es nul et c'est génial, ils vont rester là. Donc ils sont pas faits, en effet, pour trouver ce qui dans eux a des chances d'éclore. Et moi, par exemple, quand je recrute des gens, quand je vois qu'il y a trop d'écart entre ce que je veux et ce qu'ils sont, j'essaie de leur expliquer qu'il faut mieux faire un autre job, quoi, parce que je vais pas passer ma vie à leur dire des trucs pas sympas, quoi. On n'est pas là pour dire des trucs pas sympas. Donc c'est très important que les gens trouvent le lieu où ils ont de la réussite, où c'est pas trop dur pour eux de réussir. En France, on dit allez, il faut améliorer les points faibles, il faut améliorer ses points forts. Ouais, capitaliser sur ses bien points sûr. forts. Et puis faire grandir ses points forts, parce que c'est ça qui va aider, qui aide l'être humain. Il est fait pour recevoir une image positive des gens qui l'entourent. Et j'ai l'impression que dans ce que tu dis, il y a aussi la notion de mettre la réussite à un niveau atteignable aussi. C'est pas atteignable parce que réaliste. Non, c'est pas atteignable ou réaliste. Parce que ça, c'est des mots que j'aime pas. Parce que si je te dis, tu vas faire la bibliothèque, tu vas la faire super belle et tout, tu ne vas pas y arriver. Tu vas pas l'atteindre. Ça veut juste dire qu'on a une vision de ce qui est formidable ou pas formidable qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'on a une vision de l'intelligence un peu coincée. C'est-à-dire, c'est quoi réussir? C'est diriger une agence avec 1000 personnes? Oui, ça dépend. Si moi je suis bonne pour ça, oui, ça c'est réussir. Mais en l'occurrence, si j'étais une excellente couturière, peut-être que réussir n'était pas de diriger une agence avec 1000 personnes, que ça aurait été ridicule. Donc, c'est une valorisation des choses humaines. Je pense qu'on valorise. Moi, je dis toujours aux jeunes, mais vous croyez que la stratégie c'est plus chic que d'organiser l'agence?
Ça dépend. Si vous êtes bon à organiser l'agence, c'est beaucoup plus chic d'organiser l'agence que de faire de la strat. Il n'y a pas des métiers nobles et des métiers pourris. Moi, j'ai jamais regardé le monde comme ça, et je pense que, du coup, c'est pas facile de faire une belle bibliothèque, c'est pas facile de faire un mur pour un maçon. Mais c'est ça qu'il sait faire et c'est ça qui l'intéresse. Et d'ailleurs, si on se dit qu'on va le faire soi, on se dit, oh là là, il vaut mieux qu'il vienne. Ce que je voulais dire, en fait, dans le côté atteignable, je voulais rebondir sur ce que tu disais vis-à-vis de l'éducation. C'est vrai que les enfants, leur montrer qu'ils peuvent, mettre des pas vers la réussite. Oui, là où tu as raison, si tu veux, c'est que de toute façon, il faut trouver leur chemin de réussite. Et pas leur chemin d'échec. Parce que ça, c'est hyper facile. Ça, ils le trouvent très facilement. Puis moi, je suis marquée par le fait que les profs, ils sont pas responsables du fait que les gens n'apprennent pas. Là, ça me époustoufle. Moi, je suis pas responsable du fait qu'un produit que je présente par une communication ne se développe pas. Je me sens responsable. Donc, je pense que nul n'est tenu au succès total, mais chacun doit se sentir responsable. Donc, on peut pas dire, voilà, on a une bande de crétins là, il y en a la moitié de crétins qui arriveront jamais. Tu fais quoi ton job? Je sais pas. Ou alors on réfléchit autrement, ou alors on les a mis au mauvais endroit. C'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas. C'est non à la médiocrité, quoi. En tout cas, moi, quand j'entendais parler de mes enfants comme ça, je me disais, dis donc, ils ont du pot d'être tombés dans notre famille, qui ne croient pas une seconde qu'ils ne sont rien sous prétexte qu'ils n'ont pas un bon résultat scolaire à telle chose, quoi. Ouais. Mais c'est hyper difficile pour les gens de comprendre ça. Ouais. Tu travailles donc 10 ans, je crois, chez Saatchi. Donc 14. 14, qui est donc une agence de pub, une grande agence de pub. Le moment où tu crées BETC, donc avec tes associés Rémi et Eric, qui va devenir une des plus grandes agences de pub, très primée. Pour donner un repère, BETC, c'est par exemple l'agence qui s'est occupée de la pub Evian avec les bébés, donc une pub que tout le monde connaît. Ce moment où tu décides de créer ton agence avec tes associés, ça correspond à quel moment de ta vie pro et perso? D'abord, elle est devenue première agence française. C'est la plus grande agence française. Et on pense que c'est la plus grande agence européenne. On n'est pas sûr parce que personne ne publie totalement ces chiffres. Donc, mais si on n'est pas premier, on est première ex aequo ou un truc comme ça. Et en effet, on a une obsession de la qualité. Donc, on veut pas être que gros, et même pas obligatoirement les premiers, mais bon. Et on pense qu'il y a une façon intéressante de faire de la publicité, une façon moins intéressante, comme dans tous les métiers. Donc, en fait, au bout de 14 ans, moi j'étais très bien. J'avais trouvé le métier de ma vie. Je me suis pas posé. Moi, je suis assez simple. Je me suis pas posé de questions et j'ai avancé. Et ça avançait tellement vite pour moi. J'étais directrice générale au bout de 8 ans, 9 ans. Dès que les gens appelaient pour me proposer quelque chose, je leur disais mais non, mais c'est déjà comme ça dans mon entreprise. Ils m'ont déjà donné ça, donc il y avait pas de problème. Et puis moi, je crois pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc j'étais très bien. Ce qui m'a fait bouger, c'est que moi je suis fille d'immigrés et j'avais l'obsession de la France. Et donc je me disais c'est pas possible, on va pas se faire avoir par tous les pays du monde, surtout les Américains et les Anglais qui pensent que la publicité mondiale c'est eux. Et donc moi je croyais qu'on pouvait faire de la publicité mondiale à partir de la France. Saatchi, ça appartenait un peu à des Anglais, quoi. Et donc ça me fatiguait, quoi. Et ce qui me fatiguait, c'est que les budgets partaient à Londres quand on les avait gagnés, des choses de cet ordre-là. Et donc moi, j'ai eu envie de rendre. Moi, j'ai toujours été très fervente, passionnée de la France. Et je me suis dit, comment je construis quelque chose de fort pour la France. Après, j'ai beaucoup de respect pour tous les pays du monde, et je pense que chacun dans son pays doit faire ça. En fait, la seule chose que je n'aime pas, c'est la domination. Donc moi, la domination anglo-saxonne, c'était pas pour moi, quoi. Donc j'avais cette idée-là, et à ce moment-là, Eric et Rémi sont venus me chercher, et je me suis dit, je suis obligée d'y aller, quoi. Je suis obligée. Donc j'ai pleuré, parce que c'était difficile de quitter Saatchi. C'était ma maison. Je suis arrivée, le premier pot de l'agence pour me recevoir, je pleurais comme une madeleine parce qu'en fait, je pensais à tous ceux que j'avais quittés, quoi. Déjà, les clients, je les avais tous appelés en disant « vous m'autorisez ?» et tout. Je leur avais pris la tête comme ça. C'était, voilà. Mais je pensais que c'était un enjeu important pour la deuxième partie de... Ça pouvait faire une deuxième partie de mon histoire. Et personnellement, ça faisait sens aussi?
Ah bah oui, c'est pour moi le personnel et le travail c'est très mêlé. Moi je suis pas capable de faire des zones dans ma tête ou dans mon cœur. C'était très personnel, d'être immigré c'était très personnel, d'avoir envie que la France gagne c'était très personnel, de créer une agence d'origine française installée à Paris qui soit la meilleure du monde un jour, c'était très personnel. Voilà, donc ça rencontrait des choses très personnelles, oui. Oui, donc c'était pas un choix purement de carrière, de se dire... Ah non, j'ai jamais fait... Enfin, mes choix de carrière, ça a toujours été, est-ce que ça me passionne? Est-ce que je fais avancer quelque chose? J'ai besoin qu'il y ait une idée, au fond, pour pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire, quand je suis devenue présidente des alumni HEC, donc des anciens élèves, quand même, moi, je suis pas très truc de promotion et trucs, je m'embête assez vite, quoi. Donc, il a fallu que je me motive, hein, mais ils sont tous venus me voir pour me dire, il faudrait que ce soit toi. C'était la première fois qu'une femme était nommée. Je me suis dit, tu vas pas dire non, voilà. Sinon les femmes, elles vont pas s'en sortir. Et donc, c'était très clair pour moi, mais en même temps, il fallait que je m'invente quelque chose. Donc, je me suis dit, ah non, l'enseignement français, il faut le défendre. Voilà, puis je suis montée en boucle sur ça. Il faut que je me raconte mon histoire, comment étant utile un peu à quelque chose. Et dans mon passé, je pense que si je simplifie tout, c'est rare que je me sois pas demandé si mon histoire était utile à la France. Et je pense que ça vient de mon passé d'immigration, quoi. Oui, parce que je voulais te demander justement comment tu prenais tes décisions. Les décisions importantes, professionnelles, personnelles, mais... toujours dans le sens de ce qui me semble utile. Pour moi, ce qui est valorisant, c'est ce qui est utile. Après, je m'emballe assez vite. Hein. Je suis un peu trop généreuse. C'est-à-dire, j'ai pas le sens de l'économie du tout. Donc, je comprends pas que mes journées font pas 18 heures. Je comprends rien, en fait. Et donc, je fais beaucoup de choses. J'aime pas, par exemple, il y a un mot que j'aime pas, c'est l'équilibre. Équilibre de vie. Déjà, je m'ennuie à mourir. On n'est pas amoureux de façon équilibrée, quoi. On n'aime pas ses enfants de façon équilibrée. Donc c'est pas moi, quoi. Ça m'intéresse pas. Donc je pense que j'ai toujours réfléchi en termes d'utilité par rapport à sentir qu'un projet est fort et puissant et après on y va. C'est hyper intéressant que tu parles d'équilibre parce qu'en fait dans ce podcast je reçois des femmes entrepreneurs au sens large, hein, de monter un projet qui soit associatif, d'entreprise, etc. Et alors, il y a toujours cette question, et je sais que beaucoup d'auditrices ont envie d'entendre la réponse, c'est cette question de la vie pro, de la vie perso, qui est une question qu'on ne pose pas aux hommes, et que je suis donc toujours gênée de poser aux femmes. Et je sais qu'on te l'a déjà posé dans pas mal d'interviews, puisque tu es engagée auprès des femmes. Et alors, j'ai envie de te demander, t'en penses quoi de cette question? Je pense qu'il vaut mieux la traiter, en fait, fondamentalement, puisqu'au début, je m'énervais. Au début, je comprenais même pas ce qu'elles me racontaient, les filles. Je les trouvais, mais j'allais à HEC au féminin, je me disais, elles sont pas bien, les filles, quoi. Elles ont un problème. Je comprenais pas pourquoi on mettait une pression comme ça sur les femmes qu'on mettait pas aux hommes. En fait, j'avais un problème devant l'égalité. C'est-à-dire, je comprends pas pourquoi on se passionne pas pour la même question pour les garçons, quoi, et pourquoi ça nous tombait toujours dessus, quoi. Et comme j'ai quand même une petite idée de l'histoire des femmes dans l'histoire, je sais très bien d'où ça vient. Donc, au début, j'étais crispée, puis avec le temps, tu vois, moi, mon utilité la plus simple, c'est de faire avancer les femmes. Ça, au moins, ça, après la France ou avec la France, les femmes, pour moi, ça a toujours été important. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'ai toujours eu envie de faire avancer les femmes. Et du coup, je me dis, si elles ont cette question, tu vas pas leur dire, écoute, c'est idiot. T'as pas, puisque de toute façon, elles sont bourrées, nous aussi, tous, de stéréotypes, et que si on veut les lever, faut parler. Et donc, je vais, bien sûr, tout le monde me dit, et en plus, moi, je suis une caricature, entre guillemets, puisque... Ah oui, parce que t'es une grande patronne, t'as 5 enfants, donc voilà. On se dit, mais comment elle fait? Elle fait comment? Voilà, donc j'aurais pas eu d'enfants, ils auraient dit, mais la pauvre, la pauvre. Et on l'a dit à des gens qui travaillaient avec moi et qui n'avaient pas d'enfants, je supportais pas, je me disais, mais de quel droit veulent-ils? Alors moi, j'étais un gag, quoi. 5 enfants, puis alors le mec au foyer, c'était un loisir. En fait, c'est pas facile parce que aujourd'hui le monde est dirigé par les hommes et que ils travaillent pas comme les femmes. Il y a très longtemps que je pense que les hommes travaillent beaucoup moins que les femmes. D'ailleurs, je ne pense pas. Je suis les chiffres.
Donc, quand on est face à ça, ces histoires d'équilibre, c'est un peu compliqué parce qu'en effet, on les demande aux femmes et qu'on a la pression autour de ça et qu'on ne sait pas faire autrement. C'est-à-dire, non, moi, ma vie n'a pas été équilibrée. J'ai travaillé 2 fois plus qu'un homme puisque j'avais pas décidé que les enfants, ça se réglait en allant les emmener 1 fois par semaine à l'école et en étant très content de soi, etc., parce qu'on les avait emmenés à l'école. Et puis, j'avais pas décidé, j'étais pas capable d'éviter l'aspect concret de la vie familiale, c'est-à-dire qui range les placards, qui organise la maison et tout. Et que mon fiancé, qui néanmoins est resté à la maison, n'avait quand même pas compris que éventuellement fallait pas m'attendre pour faire les choses. Donc cet homme qui avait au moins la caractéristique de pas être gêné par le fait d'être à la maison, ce qui déjà est une gageure et une avancée mondiale. Ouais. Mais en revanche, il n'avait pas avancé mondialement pour faire le boulot. Donc je me suis retrouvée à faire beaucoup de choses. Mes enfants disent que je joue pas. Mais en fait, j'ai jamais tellement joué non plus que petite fille. Je m'ennuyais beaucoup dans le jeu. Et puis donc, nul n'est parfait. Je pense que j'étais loin d'être parfaite, mais j'étais très concernée. Mais j'ai travaillé plus lourd que les hommes. Donc, c'est pas vrai qu'il y a égalité. C'est pas vrai que moi, je suis à égalité avec un homme. C'est pas vrai. Je pense que non, j'étais pas habituée à rentrer à la maison, à mettre les pieds sous la table et puis à attendre que tout le monde soit organisé. Et l'aventure masculine, elle a longtemps été à l'extérieur et rien à la maison. Ou pas grand chose. Donc maintenant, on bouge un peu. On a bougé un peu. Maintenant, les garçons, ils peuvent pousser le landau. Au contraire, ils sont admirés dès qu'ils ont un enfant dans les bras, etc. Donc c'est sympa. C'est mieux que quand on disait, mais c'est quoi ce mec qui pousse un landau? On a avancé. Il y a des hommes qui aident un peu les femmes. Mais par exemple, la question éternelle du comment puis-je t'aider? Pourquoi tu me demandes ça à moi? Fais, c'est ton job, non? Comment puis-je t'aider? Ça prouve bien à quel point la dépendance et la délégation de la vie, de choses complexes qui sont la vie humaine, les enfants, l'éducation. Parce qu'autrefois, on a fait des études sur les mamans. Les mamans d'aujourd'hui sont les plus chargées aujourd'hui. Elles sont d'abord beaucoup plus compliquées avec leurs enfants. Avant, les enfants, ils étaient responsables. S'ils faisaient des études, c'est qu'ils étaient bons. S'ils en faisaient pas, c'est qu'ils étaient pas bons. On pensait pas qu'il fallait les élever pour ou s'organiser totalement autour de la vie des enfants, les emmener en spectacle et puis en promenade et puis après le sport et puis il y a un moment où tout ça est devenu très très violent en pression et ça a été délégué quasiment tout le temps à la mère. Donc c'est pas facile. Donc moi j'étais un peu je croyais pas et même aujourd'hui alors que j'ai des enfants qui vont bien, des enfants qui vont moins bien, même aujourd'hui, je ne pense pas que je sois responsable de tout ça et que quand ils ont un pépin, c'est à cause de moi parce que je pense que je suis comme je suis, c'est-à-dire ils auraient pu avoir une maman joueuse, mais c'est pas moi. Donc ça aurait été peut-être bien une maman joueuse, mais elle aurait eu d'autres défauts, j'en sais rien moi. Moi je taillais leurs crayons, chacun ses lubies quoi. Moi il fallait qu'ils aient tout, que tout soit organisé. Comme je suis archimaniaque, j'ai essayé d'éviter de leur mettre trop de pression sur l'ordre parce que je pensais que c'était trop ma maniaquerie à moi. C'est des visions et des regards qui sont pas toujours favorables aux enfants. Peut-être il faut les forcer davantage, que je les ai forcés, etc. Mais en résultat, moi, mes parents, c'était très compliqué. Ma mère qui chantait sans arrêt, qui m'empêchait d'étudier, c'était fatigant. Si je réfléchis, j'ai reçu beaucoup de dettes. Dès mon premier emploi, j'avais des dettes. Donc, l'héritage était infime, ou plutôt lourd. Et je me souviens, je m'étais dit, ça va, parce que tu vas pas t'habituer à l'argent. Et voilà, ça m'a pas freiné. Donc, je suis pas culpabilisée. Les parents sont ce que sont les parents. Il y a que les psychanalystes, là, qui passent des heures à vous regarder dans les yeux, comme si vous étiez coupable de tout. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais ça reboucle sur tout ce que tu disais avant, c'est de capitaliser sur ses points forts et arrêter de vouloir être parfait partout. Oui, et puis même, qu'est-ce que c'est l'éducation parfaite? C'est faire comme si les enfants, dans une situation donnée, ne vivaient inconfortablement parce que vous l'avez décidé ou pas. Moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que, par exemple, dans ma famille, quand on était 4 enfants,
Il y en a pas un qui ressemble à l'autre. Il y en a pas un. Alors oui, c'est vrai, moi j'étais l'aînée, alors peut-être que la position d'aînée, peut-être. Mais enfin, j'étais une aînée folle, énergique. Je croyais qu'il fallait que je croyais qu'il fallait que je m'occupe de toute ma famille. Ça m'a pas quittée. Moi, j'ai fait des maisons avec tous mes sous. J'ai fait une maison pour mes parents, une maison pour mon frère, une maison pour ma sœur, une maison pour mes nounous. J'ai fait. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie, etc. Donc, mes parents, ils m'avaient élevé d'une certaine façon. Il y avait des choses super confortables, des choses moins confortables. Mes frères et mes sœurs, c'était pareil. On est si différents. Donc moi, je pense que j'ai fait des enfants et ils sont différents et ils ont aussi une situation. On peut pas leur changer la situation. C'est-à-dire, moi, mes parents avaient immigré. Je vais pas me mettre à immigrer pour que mes enfants aient la même aventure que moi. Bien sûr. Donc ils sont tombés sur une maison où la maman travaillait beaucoup, où tout d'un coup elle devenait un peu plus connue. Tout d'un coup, ils entendaient parler d'elle à la télé. Ils sont tombés sur ça. Mais à la maison, moi, je suis hyper simple et j'en ai rien à faire. Donc, qu'est-ce que je pouvais y faire? N'empêche que ça leur met de la pression. Mais qu'est-ce que je peux y faire que ça leur mette de la pression? Faut qu'ils se débrouillent, quoi. Comme on s'est débrouillé avec une autre type de pression. Donc, je pense que il faut arrêter de culpabiliser les mamans et les papas. Il y a beaucoup de problèmes d'enfants aujourd'hui. Parce que quand moi, je parle des miens, que ça me fait souci, j'entends beaucoup d'êtres humains qui me disent mon gamin, il a ça et ce problème, il suit pas, il n'y arrive pas. Il y a beaucoup de choses, les drogues, les trucs. Il y a beaucoup de choses. On va quand même allions-nous, ne cherchons pas, ne simplifions pas la vie en culpabilité. J'ai pas une grande admiration pour les gens qui passent leur temps à renvoyer les gens à leur passé. Je préférerais les renvoyer. Je suis beaucoup plus Thierry Marx que la psychanalyse, que je trouve un peu démodée pour être honnête, de les faire fouiller dans un souvenir qui n'est pas un souvenir, car le souvenir, qui est un souvenir, mais le souvenir n'est jamais une réalité. En fait, il n'y a pas de réalité dans le souvenir, on ne sait pas. C'est ce qu'on a brodé autour d'un fait. Moi qui fais un métier de perception, je peux vous dire que ils sont extraordinaires pour broder. Donc, ce réel, on ne sait pas ce qu'il a été, etc. On préjuge, on passe son temps à annoncer dessus. Alors que moi, je crois que pour sortir les gens de leur désordre, on a intérêt au projet. Thierry Marx, qu'est-ce qu'il dit aux gens qui sont en prison? Non, t'es pas rentré en prison par hasard quand même. Là, t'as fait un petit truc quand même. T'es pas là parce que t'as rien fait. C'est pas une erreur de justice. Si c'est pas une erreur de justice, comment on fait demain? On l'a compris. Comment on fait demain? Ah, mais j'ai pas fait d'études. Non, mais je te demande pas ce que t'as fait ou t'as pas fait. Tu veux faire quoi demain? Et je pense que ce monsieur qui est un grand monsieur qui demande aux gens dans quoi ils se projettent et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, ça sort plus les gens de leurs problèmes que de les plonger sur la non-responsabilité qu'on a par rapport à son passé, parce que ma mère, elle s'occupait pas tant de moi, et puis finalement, je me demande si elle préférait pas mon frère. On s'en fiche. Allez de l'avant. Bah oui. Moi, je sais pas si elle préférait pas mon frère. Ça m'est égal. Je vais pas lui demander, quel tu préférais. Ouais. Je pense qu'elle préférait le plus fragile. Mais que c'était normal. C'est génial parce que j'avais prévu une question pour toi qui était, pour revenir sur tous ces élèves, filles et garçons qui passent le bac aujourd'hui, c'était qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, on est beaucoup rabaissés, on est quand même dans un climat politique, économique qui fait qu'on n'a pas forcément une vision très positive de l'avenir, mais en t'écoutant, en fait, on a envie d'y aller. Moi, je leur dis d'abord que je crois que c'est pas facile. Donc je pense qu'il faut pas réduire leur interrogation. C'est hyper facile quand on l'a trouvé, quoi. Mais quand on l'a pas trouvé, on est un peu paumé, quoi. Il y a ceux qui héritent, ils sont mal parce qu'ils héritent. Il y a ceux qui n'héritent pas, qui sont mal parce qu'ils héritent pas. Mais en tout cas, premièrement, faut pas réduire. C'est pas si facile que ça de trouver l'endroit où on a envie d'être. Mais c'est ça qu'on cherche. Et les chemins sont multiples. C'est pas parce que vous allez pas être inscrit en fac, parce qu'en fac, vous pouvez vous y perdre à jamais, hein. Donc, tout est toujours possible, mais
en prenant conscience de ce qu'on est, de ce pourquoi on est fait. La seule chose, c'est que on a dans soi des choses qui sont intéressantes. S'il y a quelqu'un qui a oublié de vous le dire, il faut que trouver des gens qui vont vous le dire. Parce que on a en soi des choses intéressantes. Et tous les métiers, il faut pas non plus être arrogant, quoi. Moi, j'entends un jour un de mes fils m'a dit mais je voudrais pas être secrétaire. Je lui ai dit tu en train de me dire des choses négatives sur ma secrétaire. Je lui ai dit tu te rends compte l'intelligence qu'elle a? Tu te rends compte combien je l'embête tous les jours? Combien elle est intelligente? Combien de solutions elle trouve à la minute? Pourquoi crois-tu que tu y arriverais? Et que c'est facile? Donc, respectons davantage. Il y a un enjeu. Moi, je suis quand même pour une société. C'est pour ça aussi que je suis de gauche. C'est que je suis plus à l'aise avec une société qui valorise et qui donne suffisamment d'argent pour que tout le monde vive correctement. Je suis OK pour payer des impôts. Je suis OK pour redistribuer. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut quand même donner à chacun la possibilité d'exercer, de construire son mur à sa façon. Et moi, je suis admirative du mec qui vient me faire mon jardin. Je vois très très bien comment il peut être fatigué. Je vois très bien, c'est très concret. Et je pense que faut arriver à projeter ça, quoi, à comprendre. Et dans ce monde, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de beaucoup de gens qui font. Un jour, on était dans une soirée Génération 21. Et on remettait des awards. Et puis il y a quelqu'un qui était un immigré, en tout cas quelqu'un de la diversité, qui a dit on n'est pas tous des vendeurs de kebab. Puis la phrase, ça m'a pas plu. Je me suis dit bah non, on n'est pas tous des vendeurs de kebab, mais enfin je suis quand même contente qu'il y ait un vendeur de kebab quelque part. Et donc il y a une jeune noire qui est montée sur scène. Et puis elle aussi, ça l'avait choquée, donc elle a repris la phrase. Et elle a dit, il faut des vendeurs de kebab. Et puis, je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Ma maman, elle est femme de ménage, donc elle fait le ménage, elle s'occupe des détritus des gens, elle prend ça en charge, etc. Et moi, j'ai fait le même métier qu'elle. Alors, comme elle était astronaute, personne ne comprenait rien. Et elle dit, moi, je suis montée au ciel, et au ciel, je m'occupe des déchets qui existent dans l'espace. Donc, elle fait ça sur Terre, et je fais ça au ciel. J'ai trouvé que c'était un tellement beau regard et que c'est pas possible, quoi. On peut pas dévaloriser tout le monde parce que et on est bien. Oui, on sait, il y a des métiers plus durs que d'autres, moins de reconnaissance. Justement, prenons garde, quoi. Prenons garde. Moi, j'ai pu vivre ma vie parce que j'avais des nounous. Hein. Sinon, je pouvais pas faire les enfants. Comment je faisais? Je les abandonnais. Voilà. Tu penses que justement, du coup, ce qui a été un des facteurs du succès de BETC, c'est ce regard aussi que tu as posé sur les talents avec qui tu as travaillé, parce que BETC est quand même récompensé pour être une agence qui est très créative par rapport à d'autres peut-être. Est-ce que c'est justement ça aussi que toi, de toute façon, BETC, c'est qu'une histoire de talent. Ouais. C'est le fait de supporter, d'ailleurs, c'est le fait de l'exigence. C'est pas toujours facile. Il y a des gens qui vivent pas bien chez BETC parce qu'il y a beaucoup de talent. Donc vous arrivez, vous croyez, c'est comme une hypocagne, quoi. Vous arrivez, croyez que vous êtes peinarde parce que vous avez une mention très bien et vous êtes face à 18 mentions très bien qui sont dans des univers différents mais qui sont tous excellents. Donc il faut supporter le talent des autres. Chez BETC, il faut supporter le talent des autres. Et ça a été la stratégie de BETC parce qu'en fait, on a regardé le métier comme si, en considérant que c'était un métier difficile, qu'il fallait donc des hauts niveaux pour réfléchir, parce qu'en fait, la créativité, elle est d'abord très stratégique. Donc, qu'est-ce qu'on va dire aux gens pour les bouger? Donc, il y a beaucoup d'analyse, beaucoup de stratégie, beaucoup d'écriture créative et beaucoup de craft, c'est-à-dire qu'à la fin, vous réalisez. Donc, si c'est moche et si c'est pas bien fait, tout votre truc du début, là, il est loupé, quoi. Il n'existe que du réel, ce que vous voulez bien donner comme signe. Donc, le cumul de tout ça, oui, ça demande... Moi, je suis toujours jalouse quand je vois quelqu'un de talentueux en dehors. Je me dis, mais je comprends pas, pourquoi il n'est pas chez BETC, mais qu'est-ce qu'il fait ailleurs? Comment peut-il être ailleurs, etc. Et je pense que ça, c'est fondamental. L'obsession de BETC, ça a toujours été la qualité. Comment on peut faire mieux? Quand votre obsession, c'est la qualité, nous, notre métier, il n'y a pas de machine. Il n'y a que des gens. Donc, il y a eux qui peuvent
exprimer et faire cette qualité. Et moi, tous les matins, quand je vais au boulot, je me dis qu'est-ce que je leur apporte, hein. Parce que comme je les choisis pas pour être en dessous de moi, mais que je les trouve très talentueux, j'ai intérêt à être un peu intelligente, parce que sinon, pourquoi je les dirige? Alors parfois, ils savent d'ailleurs mieux faire beaucoup de choses que moi. Mais qu'est-ce que je leur apporte? Peut-être que c'est la grande différence des filles et des garçons. Je pense que moi, je trouve que rien ne m'est dû. Alors, et je vois des gens parfois très satisfaits, très contents. Ils sont patrons de père en fils, patrons. Bah non, moi je pense qu'ils veulent bien me laisser comme patronne pour le moment, mais j'ai intérêt à assurer. Hein. Je trouve ça normal. Donc c'est toujours cette exigence de la qualité. Oui, et puis ça t'aide à avoir un cap aussi, et c'est ça qui te fait prendre tes décisions. Oui, ne jamais vouloir le médiocre parce que ça vous permet de quoi? De gouverner? Ça n'a aucun intérêt. Moi, j'aime bien faire des choses bien. C'est difficile de terminer cette conversation parce que j'ai d'autres questions. Du coup, je te laisse la main et je te demande par quoi t'aimerais finir cette discussion en prenant en compte tous les sujets dont on a discuté. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Sur quoi Un jour, j'ai discuté avec Maurice Lévy du futur. Et je lui disais quand même, il y a des choses, j'ai mis 20 ans pour construire BETC, c'est magnifique, faut pas que j'abîme, faut que je l'emmène plus loin. C'est pas à moi en plus, je suis pas propriétaire, donc j'aime bien pas être propriétaire, hein, ça me plaît. J'aime bien être propriétaire de ma maison en l'occurrence, mais pas tant que ça d'entreprise et tout. Donc c'est vraiment ce que je vais laisser comme force, comme gens à la tête de BETC qui m'intéressent, etc. Mais je lui avais dit, je peux pas te remettre en cause, sinon il faut 20 ans pour construire ça, je pourrais emmener ça moins loin. Et il m'a dit que Pérez, à l'époque, lui avait dit, lui parlait jamais du passé, jamais. Et qu'il avait presque 80 ans et disait, moi, il y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire demain. Donc moi, je pense qu'il y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire demain. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode de rentrée vous a plu. En tout cas, j'étais impatiente de le partager avec vous. Un immense merci à Mercedes pour son temps et notre conversation, et à Marion pour l'organisation de notre rendez-vous. Merci également à l'équipe du Saint James Paris de nous avoir accueillis, et merci à Bénédicte de m'avoir aidé à préparer cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de télécharger l'application Petit Bambou pour vous initier à la méditation. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.